Je vous propose de terminer sur ces problématiques de l'orientation en Fédération Uni-Bruxelles et on va se pencher maintenant sur quelques données issues des tests PISA. Donc PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est un ensemble d'études menées par l'OCDE qui vise à mesurer les performances des systèmes éducatifs des pays membres de l'OCDE ou non membres. Ces enquêtes sont menées tous les 3 ans auprès des jeunes entre 15 ans et 3 mois et 16 ans et 2 mois. Donc quelle que soit leur place dans le système éducatif, hein, donc entre 15 et 16 ans, quoi. En gros, on va passer le test PISA dans les pays membres de l'OCDE. Et puis n'importe quel autre pays peut aussi y participer, mais il doit cofinancer l'enquête. Par exemple, à PISA 2015, on avait 71 pays ou systèmes économiques qui ont participé. Donc, première enquête en 2000. On n'a pas eu d'enquête pendant la pandémie de Covid-19. On n'a pas encore les résultats de la dernière enquête ici. Et l'OCDE part de l'idée que le développement des économies des pays va dépendre de la qualité de leur système éducatif. Et finalement, que toute personne doit pouvoir mobiliser ses connaissances scolaires pour finalement gérer sa vie de tous les jours. Les enquêtes PISA, elles veulent informer les décideurs nationaux, les aider à orienter leur politique éducative. Et donc l'OCDE, à partir de l'analyse des résultats PISA, va proposer des recommandations, va inciter les pays à faire évoluer leur système éducatif, etc. Euh, et donc vous voyez qu'il y a une alternance dans ce tableau des domaines qui sont investigués dans PISA. Il y a toujours un domaine majeur, donc lecture, maths, sciences, etc. Et puis les domaines mineurs, donc c'est les deux autres qui sont travaillés enfin qui sont analysés dans PISA. Alors ici, vous avez un tableau qui reprend les performances globales des 3 domaines des pays de l'OCDE et des communautés belges en PISA 2018. On voit par exemple en lecture qu'on a une moyenne de l'OCDE à 487 et on voit que on n'y est pas. Au-dessus, en tout cas, que la communauté flamande y est. En mathématiques, on voit que la communauté flamande est aussi plutôt dans les premières, et également en sciences. Et en fait, si on prend la fin du tableau, on est là. On est à 480 en lecture, on est en 495, donc légèrement au-dessus de la moyenne de l'OCDE en maths, et un peu en dessous en sciences, à 485. Donc on voit que par rapport à la communauté flamande, on est systématiquement en dessous et on n'est jamais hyper bien placé dans les résultats PISA. Ici, vous voyez la répartition des élèves dans les niveaux de compétences de l'échelle de compréhension de l'écrit. Donc on voit le niveau 6 est le niveau le plus haut. Et puis 5, 4, 3, etc. On voit que la Fédération Uni-Bruxelles est relativement proche de la moyenne OCDE. On a surtout des élèves de niveau 3. Bon, on est relativement proche de la moyenne. Et on voit que, par exemple, la communauté flamande ont davantage d'élèves qui sont de niveau 4, 5 ou 6 que la moyenne et donc que la Fédération Uni-Bruxelles. Dans ce tableau, vous voyez les performances sont les processus de lecteur. Donc par exemple au niveau de la localisation de l'information, vous voyez que on est à peu près dans la moyenne OCDE, on est juste en dessous, mais toujours en dessous de la communauté flamande, mais au-dessus de la communauté germanophone. Au niveau des compétences liées à la compréhension, on est là plutôt en dessous de la moyenne OCDE. Et sur évaluer et réfléchir, on est aussi plutôt en dessous.
Et on voit qu'on est relativement proche de la communauté germanophone finalement, mais que la communauté flamande est nettement plus haut que nous. Alors que nous apprennent les données PISA? En gros, d'après les données PISA, il y a un risque relatif pour un jeune d'origine sociale défavorisée de se retrouver en retard et de se trouver dans l'enseignement qualifiant. Bon, ça rejoint nos études belges francophones. La probabilité d'avoir connu le retard avant 15 ans est beaucoup plus élevée pour un jeune défavorisé que pour un jeune plus favorisé. 3,4 fois. Donc entre 3 et 4 fois plus de chances d'être en retard si on est moins riche. Ça tient en partie au fait que les élèves défavorisés ont de moins bonnes performances scolaires. À performance identique, la probabilité d'être en retard reste presque de 2 fois plus élevée en Fédération Wallonie-Bruxelles pour un jeune défavorisé, comparé à un jeune plus favorisé. Donc il y a une forme d'injustice sociale. Et donc en gros, on va nous dire, ok, c'est pas qu'il y a une différence entre plus ou moins favorisés socio-économiquement, c'est que voilà, il y en a qui ont de moins bons résultats scolaires. Mais même pas. À performance identique, donc c'est-à-dire à des performances, donc à des notes semblables, si on est moins riche, on a presque 2 fois plus de chances de doubler ou d'être en retard qu'un élève qui serait plus favorisé. En Belgique, un élève défavorisé a presque 2 fois plus de probabilité qu'un de ses condisciples de même niveau, mais de milieu issu favorisé, de se trouver dans une filière qualifiante. C'est ce que je viens de vous dire. Ça peut venir des choix professionnels de l'élève et des parents, ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le familialisme. Mais les attestations restrictives conduisent à orienter les élèves en difficulté vers les filières qualifiantes, sans que ça soit un choix. Donc, il y a certainement une part de familialisme qui existe, mais il y a aussi la structure du système en lui-même. Et la structure du système influence le familialisme également. Il y a plusieurs autres questions que les tests qui sont proposés ici. Il y a aussi des questions sur les aspirations professionnelles à 30 ans. Quel métier espérez-vous faire? Des informations sur le parcours de l'élève, sur lui-même, des indicateurs de motivation, etc. Et donc, du coup, les données PISA permettent de se dire, tiens, toute chose étant égale par ailleurs, finalement, à caractéristiques identiques, donc qu'est-ce qui fait que certains élèves vont avoir des projets d'études ou pas, plus ambitieux ou pas, vont avoir de meilleurs résultats ou pas, etc. etc. Et donc on voit que les jeunes d'origine plus favorisée ont des aspirations aux études et aux professions plus ambitieuses que ceux qui sont moins favorisés. Il y a une forme d'autosélection sociale. Le jeune va évaluer les coûts, bénéfices et risques de poursuivre des études en fonction de son milieu social et de ses ressources. Ça, c'est les idées de Boudon. Mais bon, ça rejoint en partie la théorie de Gottfredson qu'on a vu ensemble aussi. Les filles ont des aspirations aux études et professionnelles plus ambitieuses que les garçons. Elles réussissent d'ailleurs en moyenne mieux que les garçons, mais vont accéder à des professions moins élevées, on en avait déjà parlé aussi, en moyenne. L'influence des variables motivationnelles est moindre que celle des performances du genre et du niveau socio-économique. Donc en gros, ça veut dire que c'est surtout au niveau socio-économique, le genre et les performances qui vont influencer beaucoup plus que la motivation. Et sont notamment les performances en maths qui vont être, en Belgique francophone, la variable la plus prégnante sur les aspirations professionnelles. Dans des systèmes différenciés, donc on a l'existence de filières avant 15 ans, la filière d'enseignement fréquenté joue un rôle majeur. Donc ça veut dire que dans les aspirations, donc ça veut dire que comme notre système belge francophone, à 15 ans on choisit ou on subit enseignement qualifiant ou de transition, ça va avoir un rôle majeur à performance égale et c'est toujours en défaveur de l'enseignement qualifiant. Et donc on a un effet filière qui est plus marqué que l'effet de performance. Et donc les élèves en retard, on va avoir des aspirations moins ambitieuses que ceux qui ne sont à l'heure, à performance et à filière d'enseignement équivalente.
Donc l'influence de l'école est aussi envisagée dans les études PISA, la composition académique et la composition sociale. Et on voit que la composition académique, donc le niveau de performance moyen de l'école, va être lié aux aspirations à faire des études supérieures. Et en gros, plus les performances vont être élevées, plus les aspirations vont être également élevées à performance, genre et niveau socio-économique équivalent. Dans les systèmes qui n'ont pas de filière précoce, on ne voit pas de lien significatif, ou on voit un lien négatif entre les performances moyennes de l'école et les aspirations. Donc ça veut dire que quand on est dans un système avec un tronc commun plus long, on ne voit pas ça. On voit aussi que plus la composition sociale de l'école fréquentée est élevée, plus les aspirations vont être élevées aussi. Et les 8 pays où il n'y a pas de lien au niveau donc de la composition sociale et des aspirations sont des systèmes avec un tronc commun long et sans filière. Donc on voit que la structure du système a un impact sur les types d'aspirations professionnelles des jeunes. Donc on voit que, comme dans les recherches, comme j'ai déjà dit, à performance égale, les jeunes d'origine défavorisée vont avoir plus de risques de connaître le redoublement et de fréquenter l'enseignement qualifiant. Donc l'orientation est le reflet des inégalités sociales dans les acquis d'apprentissage, mais aussi un mécanisme amplificateur de ces inégalités. Les familles, comme j'ai déjà dit, sont inégales face au choix, et c'est toujours en défaveur des élèves les plus défavorisés. Et plus les choix sont nombreux, moins l'orientation est équitable. Alors, là, il faut avoir en tête que lorsque PISA dit ça, c'est plus il y a de choix précocement. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de restreindre le nombre de choix possibles, mais bien d'avoir un tronc commun plus long qui permet un meilleur processus justement d'élaboration, de réflexion de ces choix pour ensuite entrer et mieux comprendre la diversité des choix, mais pas donner une diversité sans y préparer. Donc les aspirations aux études supérieures sont fortement influencées par les facteurs individuels, les facteurs de contexte et l'organisation du système éducatif. Donc on voit que la motivation en elle-même, finalement, reste un facteur, une variable moins prégnante par rapport à d'autres facteurs comme le genre, les performances, la filière, l'école, et puis finalement le système scolaire en lui-même. Donc la motivation est un facteur moins prégnant dans la réussite personnelle, et je reprends ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc il y a un double effet de la séparation des élèves en filière avant 15 ans. Selon les filières, on n'a pas les mêmes contenus. Et donc on a un effet aussi de pairs. Les filières ont des publics socialement différents, avec des contenus différents. Les jeunes vont côtoyer des pairs qui leur ressemblent, vont se socialiser entre eux, ce qui va rétrécir ou élargir, ça dépend, l'horizon des possibles selon la filière fréquentée. Elle rétrécit pour l'enseignement de qualification. Et donc, à performance et origine sociale équivalente, on voit ça aussi. Et donc, des élèves qui pourraient avoir les aptitudes pour réussir des études plus longues, par exemple, vont y renoncer parce qu'ils sont résignés, ont perdu confiance en eux, ou sont influencés par le camarade, et on sait par leur famille, par le contexte, etc., etc. Donc, tout ça interroge les stratégies qui sont mises en place pour répondre aux problématiques de l'orientation. Il n'y a pas de réelle vision intégrée de l'élève comme un individu en construction dans le système d'orientation. On gère des flux. Et en plus, on gère des flux, mais on ne mesure pas vraiment les taux d'achèvement ni les taux d'abandon. C'est un des rares systèmes d'enseignement qui ne mesure pas ça. Dans la Fédération Uni-Bruxelles, c'est très, très particulier. D'ailleurs, si vous allez sur Internet, vous allez trouver des données pour plein de pays différents. Pour nous, il n'y a pas. Et donc on peut se poser la question de la relation entre l'orientation et l'information. Il n'y a pas de voie neutre non plus, parce qu'il y a une compétition entre établissements, etc. Donc tout ça, hein, le fait que c'est le système qui tend à être le plus prégnant dans l'orientation des élèves, peut se dire en plus ce système n'a pas de réelle vision
de l'élève comme un individu en construction. Il n'y a pas de voie neutre de l'orientation, donc chacun va prêcher un peu pour son orientation. Et on peut se poser aussi la question du suivi. Quel suivi on donne aux individus? Il n'y a pas de service extérieur aux institutions qui accompagnent les individus. Donc ceux qui les suivent, c'est ceux qui les orientent. Pourquoi ne possède-t-on pas un service d'orientation centralisé, intégré et partagé? Mais on n'en a pas. Mais on a une multitude d'institutions qui gèrent l'orientation. Alors un des plus connus, c'est le CIEP. Mais c'est une entreprise privée. Enfin, une institution privée. Puis il y a d'autres actions, il y a l'IORES, il y a l'ARES, etc. Et en fait, il y a un cadastre qui a été fait il y a quelques années. On va recenser plus de 30 types d'institutions ou d'acteurs qu'un élève, qu'un jeune peut fréquenter ou solliciter pour de l'aide en orientation. Il n'y a pas de centralisation. Tout le monde fait quelque chose. On ne sait pas exactement qui fait quoi, comment, dans quelle proportion, par rapport à qui. Donc c'est très très compliqué aussi de se retrouver dans ce paysage. Donc ça veut dire qu'en plus d'avoir un système hyper dirigiste et qui influence les processus d'orientation et donc la réussite personnelle future, on a un éclatement des propositions d'accompagnement à l'orientation. Donc elles existent, mais elles sont tellement éclatées qu'il est très compliqué de s'y retrouver. Et comme on sait que ce sont les publics les moins favorisés qui ont peut-être le plus besoin, alors c'est pas tout à fait vrai, hein, les autres aussi en ont besoin, mais en tout cas ils en ont certainement besoin, et on sait qu'ils ont moins de facilité à accéder à de l'information et à de la formation de qualité. Alors si on a un système qui est d'autant plus éclaté, ça sera d'autant plus difficile. Donc c'est pour ça qu'on plaide depuis quelques temps à un système d'orientation plus centralisé et qui permet de suivre les individus et donc de leur donner de l'information de qualité et de les mener vers des professionnels qui leur permettent aussi de traiter de certaines problématiques particulières.